Mes amis, c'est depuis le cadre fleuri du siège du Courrier des Stratèges que je vous fais aujourd'hui une capsule consacrée à la préparation complètement folle du budget pour 2025, qui est un budget critique, vous le savez, puisque la France fait l'objet d'une procédure pour déficit excessif de la part de la Commission européenne, et donc que nous devons prouver que nous réalisons 25 milliards d'économies, ou en tout cas 25 milliards de réduction de déficit l'an prochain, sans quoi nous risquons d'être dans une très mauvaise spirale, et ce d'autant plus que nous sommes dans le collimateur, si j'ose dire, par exemple des agences de notation. Vous avez vu que Standard & Poor's nous a mis sous surveillance négative, et donc aujourd'hui il y a des signaux forts et pas seulement faibles du fait que si nous ne réagissons pas sur l'étendue de nos déficits, eh bien nous allons avoir des problèmes. Et c'est évidemment à ce moment précis que Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et a plongé le pays dans une crise de pourrissement politique tout à fait évidente, puisque nous n'avons pas de majorité pour constituer un gouvernement et, comme vous le savez, personne ne se met d'accord pour faire une coalition avec un programme réaliste. Tout cela, évidemment, arrange Emmanuel Macron en profondeur d'une certaine façon, puisque, en creux, par défaut, il est le seul qui peut gouverner en France aujourd'hui, et gouverner même sans Premier ministre, c'est-à-dire que il est dans une situation d'omnipotence dont il rêve depuis des années, d'omnipotence institutionnelle. Je vous appelle à lire la note du secrétariat général du gouvernement que j'ai publiée hier soir, que vous pouvez lire en une du Courrier des Stratèges aujourd'hui, qui explique à Emmanuel Macron comment il peut gouverner seul, y compris déclencher l'article 16 et le renouveler, donc prolonger la France dans une situation d'urgence qui le laisse maître de tout, autant qu'il le faut, avec un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes. Donc dans ce contexte-là, on comprend qu'Emmanuel Macron, au fond, n'a pas intérêt à sortir de la crise. Je l'explique régulièrement dans le Courrier des Stratèges, je l'ai encore expliqué aujourd'hui, pour montrer comment sa stratégie d'accord implicite au minimum avec Jean-Luc Mélenchon lui permet, au fond, de maintenir la situation politique sous cloche et de ne faire aucun compromis sur sa ligne politique, alors qu'il n'est plus que le troisième parti de France. Donc dans ce contexte, alors que la France doit réagir, alors que la France doit trouver 25 milliards d'économies ou 25 milliards d'impôts supplémentaires, je vous rappelle là aussi que le Courrier, depuis plusieurs semaines, dit qu'il y aura un mix, c'est-à-dire probablement 5 à 10 milliards d'économies sur les dépenses et puis le reste en augmentation d'impôts, qui ne diront pas leur nom. On ne sait pas encore lesquels, même si je vous ai donné quelques pistes, notamment sur les meublés de tourisme, sur les Airbnb, qui commencent à poindre le bout de leur nez. Mais c'est dans ce contexte donc qu'il va falloir préparer un budget de 2025 particulièrement compliqué et particulièrement tendu politiquement. Alors, en principe, un budget, vous ne le savez peut-être pas, mais ça commence à se préparer, même pratiquement dès le mois de février. C'est-à-dire que c'est en février qu'on a à peu près les grandes options du budget qui se dessinent pour l'année suivante. Et puis les consultations budgétaires commencent à partir du printemps et se poursuivent durant tout l'été entre les services de Bercy et les ministères dits dépensiers qui sont chargés de faire leurs esquisses, leurs demandes. Tout ça est un processus qui est d'abord administratif, bureaucratique avant d'être politique, mais qui suppose notamment, fin juillet, un arbitrage du ministre des Finances, du ministre du Budget, souvent du Premier ministre, sur les grandes demandes des grands ministères qui disent « Bercy nous traite mal, on a besoin de telle somme pour mener telle politique ». Et donc c'est à partir de l'été que la dimension proprement politique, partisane, on allait dire, de confrontation entre les personnalités commence. Et là, on voit bien qu'on a un problème, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement capable d'imposer une nouvelle ligne politique. Donc ça signifie que le budget qui, d'après la Constitution, doit être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au début du mois d'octobre, eh bien ce budget, il va être préparé sans aucun gouvernement. On va se retrouver dans la situation de ce qu'on appelle le gouvernement technique, mais sans avoir de techniciens officiellement nommés au poste. Le gouvernement va se faire tout seul, ce sera le gouvernement des fonctionnaires qui vont préparer leur budget à eux, avec éventuellement quelques cadrages donnés par l'Élysée
mais en sautant l'étape gouvernementale d'une certaine façon. Et donc ça, c'est un sujet qui est quand même très problématique en démocratie, c'est que le budget, c'est la base de la démocratie. On le dit souvent, le consentement à l'impôt est la base de la démocratie. Et le budget qui va se préparer, eh bien, début octobre, il y aura probablement un projet de loi de finances qui sera déposé, qui aura été préparé par un Premier ministre chargé d'expédier les affaires courantes et qui sera dans cette ambiguïté où à la fois il n'aura plus de fonction politique novatrice et où en même temps il sera chargé de préparer 25 milliards d'économies sur un budget d'environ 500 milliards, c'est-à-dire quand même près de 5% de baisse de dépenses. Et donc c'est un sujet extrêmement délicat pour l'avenir de notre démocratie et tout ça se présente dans une ambiance un peu folle avec, on le sait maintenant, une proposition de loi qui va être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par le groupe LFI, enfin par le groupe Front Populaire, visant à abroger la réforme des retraites imposée par Emmanuel Macron l'an dernier et qui prévoit la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Et donc cette loi d'abrogation, cette proposition de loi d'abrogation va être un test extrêmement important puisqu'on va voir de quelle façon ce texte est discuté par l'Assemblée nationale, s'il est discuté dans le cadre de la session qui a lieu et qui doit se terminer dans quelques jours, et si oui, est-ce qu'il est repris par le Sénat, dans quels termes il est repris par le Sénat, et dans quelle mesure le groupe Front Populaire est capable aujourd'hui d'imposer une ligne politique à l'ensemble du Parlement. On le sait, Marine Le Pen elle-même avait proposé une réforme une abrogation de la réforme des retraites de Macron. Est-ce qu'elle va rejoindre le Front Populaire dans ce projet? Est-ce que à nouveau les cartes vont être rebattues, puisque vous avez tous vu que beaucoup de députés du Front Populaire refusaient de serrer la main aux députés du Rassemblement national. Beaucoup disent beaucoup ont exclu le Rassemblement national, tous ont exclu le Rassemblement national de postes à responsabilité à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'au fond, le Rassemblement national va être sommé de voter une réforme LFI sur les retraites? Nous allons le voir très vite. En tout cas, cette situation montre qu'il va y avoir en permanence une confrontation extrêmement directe entre ceux qui vont se revendiquer de la légitimité du suffrage populaire, ceux qui ont été élus et qui considèrent qu'ils sont les gagnants de l'élection et qui vont vouloir mener leur politique sans le gouvernement, et puis cette situation de statu quo imposée par Macron avec probablement une coalition contre nature, on va dire, entre les Républicains et le Rassemblement et le mouvement En Marche, le mouvement macroniste, qui pourrait arriver tôt ou tard à gouverner cas à cas, en faisant passer texte par texte un certain nombre de dispositions, sans se passant du premier groupe à l'Assemblée nationale, qui est le Rassemblement national, en se passant du deuxième groupe, qui est le groupe Rassemblement populaire. LFI, en l'espèce, qui est la plus grosse entité du Front populaire. Donc dans cette situation extrêmement confuse, le pire est à craindre, et en tout cas, on voit bien qu'au moment où la France devrait être armée pour faire face aux difficultés des finances publiques, elle les aborde de façon particulièrement affaiblie, avec une absence de ligne et puis un risque permanent de voir un gouvernement émerger et très vite mis en minorité à l'Assemblée nationale, censuré parce qu'il prend des mesures qui ne sont pas conformes à la volonté d'une majorité. Et donc là-dessus, le pire est à craindre, car tous les renversements sont possibles, et ce qui s'annonce, c'est une situation de confusion permanente qui nous oblige tous à la prudence. Je vous parle dans la chaîne Patrimoine, dans la capsule que je fais sur la chaîne Patrimoine, du versement des dividendes avant l'augmentation du prélèvement forfaitaire unique ou avant la suppression du prélèvement forfaitaire unique. Ce sujet est important, il y a un débat, je vous en restitue les termes et je vous donne des conseils pour agir dans la capsule qui est jointe. Inscrivez-vous, abonnez-vous à notre chaîne Patrimoine, 4,99 € par mois, et surtout elle vous rapporte une information en temps réel, quotidienne, sur les sujets importants, ceux de défense de votre patrimoine, et elle vous apporte des conseils de bon sens qui ne sont pas tirés de stochastiques actuariels complexes et qui visent juste à vous mettre dans le mouvement de l'histoire pour vous éviter d'être complètement ruiné par ce qui nous attend et par cette confusion qu'Emmanuel Macron a jetée entre nous.
chaîne Patrimoine. Et puis, inscrivez-vous sur notre fil Telegram, c'est gratuit, ça vous permet d'être informé en temps réel. Si nous n'avons pas le temps de faire des papiers cet été, parce que nous aussi nous avons droit à quelques vacances, eh bien nous ferons des informations très rapides sur le fil Telegram. Ça vous permet d'être informé gratuitement en temps réel sur ce qui se passe dans le monde. À très vite.